Évidemment, le Centre culturel a participé à cette conférence des partis, la 22e conférence des partis, et qui, à mon avis, jusqu'à la date d'aujourd'hui, a été une réussite. Une réussite déjà pour le Maroc, une réussite pour l'Afrique, parce que ça s'est déroulé sur notre continent. Et aujourd'hui, c'est le continent qui reçoit beaucoup plus les effets en fait, de ce changement climatique. Et du coup, nous, en tant que Centre culturel africain, on est venu ici d'abord pour couvrir l'événement à travers Culture Mosaïque. Donc on voulait faire une couverture de cet événement en essayant de voir de façon transversale quel a été l'apport de la culture au niveau de cette COP22. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le climat, sur l'efficacité énergétique, sur l'environnement et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais on ne peut rien faire si quelque part on n'intègre pas, je vais dire, toute en fait, la diversité qu'il y a sur le continent, toute la diversité qu'il y a dans le monde, qu'on intègre ce côté culturel. Et donc nous, le centre culturel a été représenté à travers Culture Mosaïque par rapport à son média, où on a écrit pas mal d'articles, mais ce sont des articles qui ont une lecture culturelle, en fait des assises, des conférences. On a interviewé aussi également des participants, des personnes qui ont participé, qui sont intervenues, qui ont dit pas mal de choses. Mais ces gens-là qui nous donnent un peu quelle a été leur vision par rapport à l'apport de la culture pour accélérer, je vais dire, cette réduction des gaz à effet de serre. Pour le centre culturel, aujourd'hui, on est rentré, je veux dire, c'était une imprégnation un peu de voir quelle sera la déclaration qui va ressortir un peu de cette COP22. On a pas mal d'éléments qu'on a pris à gauche, à droite. On a interviewé des responsables, on a interviewé des participants, on a interviewé la société civile, les innovations, et ainsi de suite, et même des événements qui ont été réalisés en marge de la COP22. Et donc tous ces éléments-là sont en fait des data pour nous, ce sont des données. Et à travers ces données, durant toute l'année prochaine, on va produire beaucoup de choses et pour montrer par rapport à chaque élément quel sera l'apport, je vais dire, de la culture. Et si je prends par exemple, on veut réduire les gaz à effet de serre par rapport au transport en commun, quel est l'apport de la culture dans un projet qu'on va réaliser au Bénin? Quel est l'apport de la culture dans un projet qu'on va réaliser au Cameroun ou au Congo, où la dynamique et le questionnement de la population n'est pas identique, où l'espace même géographique n'est pas pareil, où les moyens de transport ne sont pas équivalents. Donc je veux dire que nous, on va donner en fait ce regard-là, je veux dire culturel, pour permettre qu'on accélère, qu'on puisse trouver de l'adaptation. Il y a une adaptation climatique par rapport à l'agriculture à faire, mais l'agriculteur béninois a sa façon de faire. Il y a des réalités et cette adaptation par rapport par exemple à l'agriculture doit tenir compte de cette culture-là et de la culture de tous les pays, de tout ce qu'il y a en fait. Et donc ce travail, ce n'est pas un travail qu'on peut faire en 2 semaines ou en 10 jours. Là, on est en fait en terrain de collecte de données, de collecte d'informations, de nous nourrir, de nous imprégner vraiment de la situation. Et après, il y a un travail de fond, de critique, d'analyse qui va se faire. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a mis 50 ans, je veux dire à peu près 50 ans, un demi-siècle, pour, je veux dire, émettre de grosses, mais de très grosses quantités de gaz à effet de serre, que ce soit du CH4, que ce soit du CO2, que ce soit du dioxyde d'azote. Et on a mis 50 ans pour le faire. Et pourquoi? Parce que quelque part, on est aujourd'hui, on a une certaine empreinte à, je veux dire, s'enrichir, c'est l'économique d'abord et le reste après. Alors, quand je vois un peu en Afrique ce qui se passe, nous, c'est de la culture d'abord, parce que c'est la chose, c'est ce qu'on peut laisser à nos enfants. C'est d'abord cette terre-là qu'on a, mais c'est aussi tout ce qu'on a comme culture, tout ce qu'on a comme habitude, tout ce qu'on a comme totem, tout ce qu'on a comme, je veux dire, richesse culturelle qu'on peut laisser à nos enfants. Notre patrimoine, c'est cela. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire si on n'intègre pas. Imaginez que vous veniez
à Bafoussam et que vous commencez à dire à quelqu'un, demain tu ne vas plus faire ci, tu ne vas plus faire ça, et les bananes plantains tu manges ça une fois par jour, ou je ne sais pas, n'importe quoi, et cette personne tout de suite il ne va rien comprendre. Mais si vous prenez l'approche différemment et vous lui dites, écoutez, pour que on puisse avoir toujours de la bonne qualité de bananes et que les terres se reposent et que machin et tout ça ainsi de suite, et que tu sois en forme, il faudra comme ça, faire ci, faire ça. La personne, elle va mieux accepter, mieux participer, mieux comprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et moi j'ai été impressionné de rencontrer une association qu'on appelle Terre d'école. Cette association qui se développe au Congo-Brazzaville, qui cherche à faire passer l'éducation par la culture. C'est une richesse. Ils étaient présents à la COP22. Et ça, c'est extraordinaire. Je veux dire qu'à travers des contes, on raconte l'histoire. À travers les contes, on parle de la géographie. À travers les contes, on parle de la science. Et vous imaginez que ça soit au sud, à l'ouest ou au nord ou même à l'est de l'Afrique, qu'on commence à faire cette approche pédagogique, ça va être une richesse pour les enfants. Parce que quelque part, ils ont été baignés dès leur enfance à cette culture-là. Et ça ne va que faciliter l'approche, et même ça va leur permettre d'avoir un amour pour ce qu'on leur dit, ce qu'ils veulent faire, et même d'ailleurs de créer et d'avoir une certaine vision. Le message qu'on a apporté aux abonnés, à tous ceux qui nous écoutent à travers Culture Mosaïque, qui sont très loin, à travers nos pages web et tout ça, ce qu'on leur demande d'abord, c'est que s'ils ont des idées, n'importe quelle idée, quelque chose qui peut participer, je vais dire, à ce défi-là, de réduire les gaz à effet de serre et de faire des projets beaucoup plus durables, s'ils ont des façons culturelles qu'un peuple, n'importe où il se trouve, le fait, nous on a envie de partager cela, on a envie d'en parler, on a envie de diffuser cette information. Et par ailleurs, si également il y a des bras valides, des gens qui ont envie de nous aider à faire d'autres choses, nous on les accueillera volontiers. Oui, mais les autres. Une ovation très forte. Le maire du président de Haïti, notre président. Voilà. Et les Africains du monde entier. J'appelle monsieur le directeur du Centre culturel africain, monsieur Adadé. Que les communautés traditionnelles souffrent. Nous savons que les forêts d'Afrique souffrent. Nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de clairières vides. Et c'est eux qui revendiquent le droit des forêts africaines. Sa Majesté, nous sommes très honorés et nous vous disons du courage. On va intégrer les garçons, la Tichia. C'est extraordinaire. Tout ça entre les mains du ministère des Affaires étrangères et le protocole royal. Mais il faut que vous accompagniez ce processus parce que tous les conseils culturels du pays accrédités par an vont assister à la première année de sauf vous, j'ai été dans une association qui est à Oui. Nous sommes venus à la COP 22 pour porter notre regard sur cette grande conférence sur le climat et surtout pour faire voir à ceux qui nous suivent c'est que cette grande conférence qui porte sur le climat. Et donc, notre travail ici a consisté à aborder des personnalités, à sillonner des lieux où se tenaient des conférences, des lieux où certaines activités en rapport avec
n'est-ce pas, la COP 22 s'éteignait au niveau des zones réservées ou au-delà, par exemple dans les centres autogérés. Et donc, pour tout dire, nous avons effectué des reportages, nous avons fait des directs, c'est-à-dire en direct nous avons pu faire vivre des événements de la COP 22, et surtout faire partager le point de vue des participants à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Donc notre travail a été globalement celui d'information, mais aussi de sensibilisation. Parce qu'on ne peut pas faire l'information sans la sensibilisation. En tout cas, on peut dire que cette fête du climat a été grandiose. Et en tout cas, le Maroc tire ici son épingle du jeu parce que finalement l'organisation a été de taille et il y a eu une participation à la hauteur des espoirs qui a été placée en cette COP 22 qui est la COP de l'action après celle des engagements qu'a été la COP 21 à Paris. La COP 21 a débouché à un accord et la COP 22, n'est-ce pas, a prolongé cet accord à travers un certain nombre d'actions qui sont envisagées pour essayer notamment de garder en dessous de 2 degrés Celsius le degré de réchauffement climatique. Donc pour tout dire, cette COP 22 est porteuse d'espoir en ce sens que de nombreux chefs d'État se sont déplacés. Ces chefs d'État sont venus des 4 coins de la planète, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Océanie, donc de partout. Et ces chefs d'État ont communié dans le sens de la préservation de la Terre, de cette menace, de ce fléau qu'est le réchauffement climatique. Nous pouvons donc dire par rapport à notre regard professionnel que c'est un succès, qu'il y a eu des avancées significatives et qu'il y a lieu pour nous de maintenir, n'est-ce pas, la flamme pour que lorsque nous allons retrouver nos rédactions respectives, nous de la presse, que nous continuions notre travail de sensibilisation, mais également plus loin notre exercice, je dirais, traditionnel qui se veut de contrôler ce qui s'est fait par les autorités. Parce que au-delà de promesses, même d'actions, il faut quelque part qu'il y ait matérialisation et pour ce faire, la presse a un grand rôle à jouer. La presse doit faire le monitoring de tout ce qui a été tenu comme promesse, comme possibilité d'action, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été envisagées, notamment les fameux 100 milliards dont on parle, qui vont servir, n'est-ce pas, à aider les pays les plus pauvres à faire face aux défis du réchauffement climatique, surtout la transition vers des énergies vertes. Il faut le dire, cet aspect financier est important et il nous faudra donc suivre cela. Je suis d'avis que
l'Afrique s'est mobilisée de sorte à jouer un rôle prépondérant et à peser de sorte que demain, la question climatique soit forcément, je dirais, un enjeu de taille pour son propre avenir. Et il y a eu, à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le sommet africain pour l'action. C'est dire que l'Afrique a pris toute la mesure de la situation et elle est déterminée à avancer dans le sens de l'action, à faire en sorte que si par le passé un certain nombre d'engagements pris par les décideurs internationaux n'ont pas été suivis des faits, que cette fois-ci, en tout cas, qu'il y ait une matérialisation de tout ce qui a été décidé ici à la COP 22. D'emblée, je dois commencer par dire que nous sommes venus ici, à Marrakech, pour représenter le Centre culturel africain et son démembrement qui est Culture Mosaïque à la conférence sur le climat, la conférence des Nations Unies sur le climat. Et donc par rapport à cela, notre mission a consisté à chercher l'information, à rencontrer des interlocuteurs afin de pouvoir traiter l'information relative donc à l'organisation et à l'ébranlement de la COP 22. Par rapport à cela, je peux dire que cette COP 22 organisée au Maroc, donc en terre africaine, est une réussite, un événement qui a permis à l'Afrique, n'est-ce pas, de se mettre en exergue, mais surtout de faire face de façon globale, c'est-à-dire que l'Afrique dans son ensemble a eu à prendre des positions courageuses par rapport à la question du changement climatique. Car il faut le dire, l'Afrique ne pollue pas la planète parce que la pollution lui est imputée tourne entre 3,5 et 4%. Et donc, c'est un continent qui subit les effets dévastateurs de la pollution qui vient d'ailleurs. Les pollueurs sont ailleurs et malheureusement, comme nous sommes dans un monde globalisé, nous vivons dans un monde qui est l'Afrique subit les effets des pollutions qui viennent d'ailleurs. Et donc, par rapport à cela, nous avons relevé que cette fois-ci, l'Afrique a profité du fait que la COP s'organisait chez elle pour se mettre en exergue et dire ce qu'elle avait à dire et poser des exigences fondamentales par rapport à ce que doit être la lutte contre le réchauffement climatique. Absolument, non seulement je porte un regard ici en tant que journaliste, par rapport à la question de financement, je, n'est-ce pas, m'inscris également dans la dynamique de, n'est-ce pas, d'acteurs politiques, d'acteurs africains qui prennent part au débat sur la nécessité de voir les pollueurs réparer les torts qu'ils causent, n'est-ce pas, à la planète et notamment à l'Afrique. Et par rapport à cette question, je dois d'emblée souligner que les principaux acteurs africains présents à cette COP 22 ont pris des positions très tranchées sur la question du financement notamment. Sur ces 100 milliards, les Africains ont tenu à faire entendre leur voix, qu'il fallait une répartition reparatrice
C'est-à-dire que l'Afrique, par rapport aux effets qu'elle subit, doit avoir une part importante de ces 100 milliards destinés à lutter contre le réchauffement climatique. Et par la voix de Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, les Africains ont fait entendre clairement leur voix qu'il fallait une réparation. Il y a des préjudices que le continent a subis. Aujourd'hui, il faut que les grands pollueurs de la planète comprennent qu'il faut réparer. Non seulement il y a la question de la pollution, il y a également la question de pillage des ressources propres à l'Afrique. L'Afrique dispose de toutes les ressources nécessaires pour le développement de l'humanité, pour le développement, pour l'essor de la planète. Le rôle d'un média comme Culture Mosaïque ici est prépondérant. C'est un rôle avant-gardiste parce que les médias de façon générale ont d'abord pour mission d'informer, de former et surtout de contrôler ce qui se passe dans la société, de voir comment les choses évoluent. Et les médias ont ce rôle-là de garde-fou, au-delà du fait qu'ils sont un pouvoir, le quatrième pouvoir, de dire que là les choses marchent, là les choses ne marchent pas. De réveiller les consciences. Culture Mosaïque en tant que média de proximité et qui, ici au Maroc, non seulement informe globalement, mais surtout, je dirais, particulièrement. Nous sommes venus à la COP22 pour un travail d'information. Nous sommes venus représenter le Centre culturel africain et son démembrement Culture Mosaïque. Et donc, notre travail ici a consisté à faire la quête de l'information, à faire des repérages, des abordages, à rencontrer des interlocuteurs, à participer à des conférences, mais surtout à faire vivre en direct des événements des événements d'importance qui ont marqué la COP22 depuis, n'est-ce pas, le 7 novembre. Et donc, pour tout dire, notre mission ici a été de voir, nous sommes venus à la COP22 pour représenter le Centre culturel africain, notamment son démembrement qu'est Culture Mosaïque. Et en tant que telle, notre mission a consisté à faire la quête de l'information, à faire la ronde des conférences, à rencontrer des interlocuteurs, mais l'autre aspect important de notre mission ici a été celui de faire vivre la COP22 en direct à tous ceux qui suivent Culture Mosaïque, aussi bien à la radio qu'à la télé. C'est-à-dire que nous sommes un média qui, à la fois, traite l'information radiophonique, traite de l'actualité, en tout cas par rapport à l'aspect bilan. Il sied de relever que la COP22 organisée en terre africaine du Maroc a été une réussite, a été un grand rendez-vous du donner, mais aussi du recevoir. La COP22 qui
se veut le prolongement de la COP 21 qui s'est tenue en France et qui a eu pour aboutissement l'accord de Paris, est une COP qui a été axée sur le rôle que doit jouer l'Afrique par rapport au processus mondial de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, sous cet angle-là, sous ce rapport, il est fort à parier que l'Afrique a été mise en exergue et que les enjeux ont été bien cernés et les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les rois qui ont pris part à cette conférence, en tout cas par rapport à la participation de Culture Mosaïque, il convient d'emblée de dire que notre mission ici a consisté à faire l'information et donc par rapport à cette détermination, nous avons fait ce qui nous était demandé. C'est-à-dire que nous sommes venus là, nous avons, n'est-ce pas, fait des repérages dans un premier temps. Ensuite, nous avons commencé le travail de terrain, le travail journalistique à proprement parler, qui a consisté à aller dans les lieux où des événements, des activités en lien avec la COP 22 s'est déroulée. Nous avons donc eu à prendre part à des conférences, à couvrir des conférences. Nous avons eu à couvrir des travaux, des ateliers. Nous avons eu à aborder des personnalités, à rencontrer des interlocuteurs, à faire des interviews, mais surtout, l'une des missions essentielles de tout média qui se respecte, à couvrir en direct, n'est-ce pas, les principaux événements de cette COP 22. Et également, comme nous sommes une presse en ligne, nous avons eu aussi, par rapport à différents reportages que nous avons effectués sur place, eu à écrire des articles. Donc Culture Mosaïque a pleinement joué son rôle de média et les résultats sont là. Oui, il faut dire qu'on a d'abord eu le plaisir d'être là. On a effectivement eu le plaisir de partager cette autre expérience. À travers la COP 22, on a pu effectivement paramétrer la grande relation qui met effectivement en lien la question de la migration et surtout la question du changement climatique. Il faut dire que tout au long effectivement de cet événement, on a eu l'opportunité de partager à travers différents ateliers qui étaient tantôt animés par la société civile quand elle pouvait effectivement se définir comme un syndicat ou bien simplement comme une association ou comme un réseau. Ce qui est sûr, c'est que de toute évidence, la question, le problème a été posé. Le problème de ces réfugiés, qui sont plutôt des réfugiés climatiques, le problème de cette autre forme de migration qui est ici influencée essentiellement par les questions qui sont liées aux effets aujourd'hui du climat. Donc, nous avons profité effectivement à travers la COP 22 pour partager avec différents acteurs qui venaient naturellement de toutes les parties du monde. Nous avons eu des acteurs qui venaient des pays du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique australe. Nous avons partagé avec des personnes qui elles-mêmes sont acteurs, que ce soit au niveau des responsabilités étatiques qui sont les leurs, ou bien tout simplement comme étant acteurs dans le tissu associatif, comme je disais tantôt. Mais une chose est sûre, la même réalité revenait, c'est que aujourd'hui,
la façon avec laquelle les forêts sont traitées, par exemple en Afrique centrale, cette réalité est telle qu'aujourd'hui, les riverains se plaignent. Les riverains sont appelés aujourd'hui à quitter leur lieu de naissance. Il faut dire que la forêt, à un moment donné, est restée cet espace-là qui a vu naître des hommes, qui les a nourris, qui à un moment donné les a accompagnés effectivement à quitter la terre. Mais aujourd'hui, la forêt n'est plus saine, la forêt est dévastée. Ça c'est pour le cas des gens de la forêt. On a vu effectivement, pour ceux qui sont du côté du Sahel, on peut parler effectivement des pays comme le Niger. Les jeunes abandonnent effectivement leur village parce que leur troupeau a fini par mourir par manque d'eau. Les sécheresses deviennent de plus en plus agressives, la chaleur est en train d'augmenter, ils ne peuvent plus cultiver et puis définitivement ils sont appelés à devenir des migrants. C'est des réalités, l'Afrique en souffre. On ne peut pas parler ici sans parler effectivement du golfe, par exemple du Bénin. Il est clair qu'aujourd'hui, le niveau de la mer est en train d'augmenter et puis chaque jour, les centimètres sont bouffés et donc naturellement, les gens sont appelés à partir. Les gens sont appelés à partir et puis la question des financements se pose. Comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour prendre en charge toutes ces personnes? Récemment encore, on a appris que devant le siège de l'OIM à Rabat, on a eu des morts, des personnes qui sont décédées, elles sont mortes de froid. Là, elles étaient en train de fuir les conditions climatiques dans leur pays, elles sont venues mourir ici, des questions de climat. Donc, c'est des problèmes qui se posent, c'est des réalités qu'on ne peut plus nier. Et puis, la COP22 a effectivement permis qu'on échange avec les différents acteurs, qu'on sensibilise sur les questions assez stratégiques, qu'on interpelle les décideurs afin, à un moment donné, qu'ils partent conscients de leur rôle, de ce qui reste comme responsabilité qu'ils doivent à un moment donné appliquer. Voilà. Tout à fait. Je crois que là-dessus, on peut dire que comparativement à la COP21 de Paris, qui a été une COP d'engagement, c'est-à-dire une conférence où les États, n'est-ce pas, ont fait des déclarations d'intention, celle tenue ici en terre africaine du Maroc a été celle de l'action. Les États ont pris, les États africains ont pris toute la mesure de la situation et ils ont porté des exigences nécessaires si l'on veut vraiment aller vers, je dirais, une régulation des catastrophes et des effets néfastes qui ont été produits par les pollutions, qui ont été produits par le pillage de ressources naturelles, notamment ici en Afrique. Les États africains ont donc eu à poser un certain nombre d'exigences, notamment par rapport à cet aspect financier, et ces exigences veulent que ceux qui polluent assument leurs responsabilités. C'est déjà le point de départ. Et ensuite, il y a cette action qui veut que désormais les pollueurs payent cash. C'est une autre action qui a été initiée par des Africains. Et ici, c'est le lieu de dire que pour une fois, l'Afrique s'est montrée résolue. Et les dirigeants africains ont exigé des pays riches pollueurs que les financements, la question du financement fasse l'objet d'une grande diligence. Il faut que l'argent qui a été, n'est-ce pas, exigé soit vite versé pour que des actions concrètes, pour que la transition, notamment des pays les plus pauvres, vers des énergies vertes puisse se faire dans des délais. C'est ça qui est fondamental. Oui, les problèmes de la migration, comme je disais tantôt, effectivement, sont des problèmes qui sont posés de manière transversale à travers, effectivement, cette crise qu'on est en train de vivre, la crise de l'effet de serre. Aujourd'hui, on ne peut pas, effectivement, entreprendre un développement durable sans
penser migration. Parce qu'aujourd'hui, parmi les causes même, parmi les conséquences qui sont liées au réchauffement du climat, on retrouve effectivement le fait que les migrants sont appelés à partir. Bon, aujourd'hui, est-ce que les fonds qui ont été donnés par l'Union européenne ou bien par les bailleurs de fonds internationaux, ceux-là qu'on appelle effectivement les pollueurs, les grands pollueurs, parce qu'il faut dire ici que jusqu'à preuve le contraire, l'Afrique dans son entité a toujours été à même de gérer avec une certaine intelligence sa consommation, de gérer avec une certaine intelligence ce qu'on peut appeler ici sa pollution. Parce qu'en réalité, en Afrique également, on utilise la forêt, mais on utilise la forêt de manière rationnelle. L'Afrique n'a jamais été gourmande en énergie, elle a toujours consommé au juste niveau du besoin. Aujourd'hui, on est en train de dire consommer c'est polluer et les consommateurs, on sait où ils se trouvent. Les grands consommateurs, ils sont de l'autre côté, ils sont en Occident et aujourd'hui, c'est à l'Occident de donner l'argent. Est-ce que l'argent que les Occidentaux vont donner sera à même de permettre que la migration soit également prise en charge? Oui, je vais dire oui, parce que c'est ainsi qu'on va permettre que les migrants puissent trouver du travail, que les migrants déjà même puissent commencer à rester chez eux, qu'ils puissent commencer à s'intégrer socialement de manière à ce qu'ils soient des acteurs qui vont permettre effectivement la protection de l'environnement, la diffusion de la consommation de l'énergie verte. Voilà. La rédaction de Culture Mosaïque, les journalistes qui y travaillent ont pour rôle essentiel d'informer. Et cette mission d'information est séquencée. Il y a d'abord la première, je dirais, partie qui consiste à faire la quête de l'information, parce qu'il faut trouver les informations nécessaires à traiter. Et donc là, il y a des informations qui nous parviennent de différents acteurs et ensuite les descentes sur le terrain et puis ce que l'on appelle la couverture médiatique. Nous couvrons un certain nombre d'événements et à partir de là, nous centralisons toutes les informations glanées ci et là et de là, nous produisons. Il y a donc la première partie qui consiste à faire la collecte de l'information, la seconde partie qui consiste à traiter cette information et ensuite la production. Et au niveau de la production à Culture Mosaïque, il y a trois paliers essentiels. Il y a la web radio, il y a des émissions radio et ensuite il y a la presse en ligne, il y a des articles qui sont produits régulièrement et puis il y a la web TV et nous avons eu ici des directs qui ont été réalisés qui participent, n'est-ce pas, de ce travail global. Et donc, en tant que journaliste de Culture Mosaïque, mon travail consiste à chercher l'information, à la traiter et ensuite à produire l'actualité. Voilà donc ce que nous faisons. Chaque matin, effectivement, sur Chourouk, effectivement, qui est à un moment donné l'émission phare de la radio Culture Mosaïque. Chourouk, c'est la matinale. La matinale, elle est présentée par Teddy Patou qui est l'animateur principal. Et nous, naturellement, je veux dire moi, avec quelques-uns de mes collègues, on l'accompagne. Moi, je l'accompagne effectivement comme co-animateur. Et en tant que co-animateur, j'ai une tranche qui est spécialement dédiée aux questions d'immigration, qui passe à partir de 9h30. Et comme j'ai l'habitude de dire, à partir de 9h30, c'est l'heure de T-Direct. Et puis, l'heure de T-Direct, on partage des questions qui sont spécifiques à la migration. On traite de manière profonde les sujets afin de ressortir les problèmes et ensemble d'essayer de trouver des solutions.
Et après T-Direct, on se retrouve généralement le samedi pour partager sur des sujets qui ont été traités sur Chourouk à travers effectivement la tangentine qui est dédiée à T-Direct pour à un moment donné avoir 2 heures en exclusivité, 2 heures qui sont 2 heures de réflexion, 2 heures où on réfléchit sur les problématiques, sur des cas précis qui font la réalité, qui font l'actualité de la migration au Maroc. Bon, voilà. C'est vrai qu'après, pour le cas de la COP, on a été appelé à intervenir, mais on intervenait effectivement en direct de Marrakech, et puis comme ça, on donnait l'actualité chaque matin de ce qui s'est passé la veille, ou bien de ce qui devait se passer le lendemain, avec nos auditeurs. Naturellement, on partageait sur la spécificité même du concept de la COP 22. Ouais. Bon, pour être honnête, moi j'ai appris beaucoup de choses techniques. J'ai assisté à beaucoup de conférences où effectivement on a reçu pas mal d'acteurs qui étaient soit des universitaires, soit des spécialistes parce que eux-mêmes acteurs sur le terrain, très proches des réalités qu'ils échangeaient avec nous. C'était tantôt effectivement sur des synergies énergétiques. C'était tantôt sur des spécialisations en termes agricoles, sur des spécialisations sur des financements verts. Bon bref, on a fait le tour de toutes les dispositions, de toute la marda qui a été préparée effectivement pour étayer la question du changement climatique et à l'horizon de cette COP22. Mais le petit souci quelque part, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de partager avec un intervenant qui nous venait du Togo. Le monsieur, il est effectivement responsable d'une association qui elle-même est spécialisée sur le charbon écologique. Mais ce monsieur a fait une réflexion avec moi, il m'a dit, écoute, tu vois, nous sommes à la 22e COP, et cette COP-ci seulement, elle a réuni près de 3000 acteurs qui sont venus à travers le monde. Alors, 3000 acteurs, s'il faut faire ça fois 22, et quand on connaît la consommation d'un avion, on a l'impression que finalement, la COP pollue plus qu'elle ne résout les problèmes de la migration, des problèmes liés au changement climatique. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de se retrouver 22 fois pour savoir que la forêt du Congo, elle est dévastée par des multinationales qui, à un moment donné, doivent arrêter. On ne doit pas forcément de se retrouver dans une COP pour comprendre que les déserts, le Sahel est aujourd'hui envahi par le Sahara, que le désert progresse. On n'a pas besoin de venir à la COP 22 pour comprendre tout ce qu'il faut faire pour protéger les populations qui sont proches de ces espaces qui sont plutôt des espaces aujourd'hui qui sont en train d'être envahis par la mer. On n'a pas besoin d'être un expert qui vient à la COP22 pour faire une conférence, pour contribuer à ce que, effectivement, les questions qui sont liées au refuge climatique, on parle de réfugiés climatiques, on parle de ces migrants du climat. Pour venir à la COP22, on n'a pas besoin effectivement d'être un expert pour comprendre ces questions. Donc on peut dire ici que la COP22 c'est bien, la COP22 a été une opportunité unique pour pas mal de personnes parmi nous pour ici à un moment donné profiter, apprendre, comprendre les différents départements qui à un moment donné doivent être touchés pour que la question du climat et du réchauffement de la planète soit prise au sérieux. C'est très important tout ça, mais nous pensons aussi que chacun, dans sa spécialité, à un moment donné, peut contribuer efficacement sans forcément avoir besoin de venir à la COP. Ça, c'était un peu pour le petit côté T-Direct que j'ai eu ici à Marrakech. Voilà. Je te remercie. Ce qui m'a beaucoup épaté, c'est c'est les artistes. Puisque je voyais des objets qu'on pouvait les jeter, des objets comme chez nous, on appelle la saleté, les nyama-nyama, mais je voyais ces ordures-là qui présentaient encore quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, tout de suite, j'ai remarqué que même avec des ordures, on pouvait toujours s'en servir, on pouvait toujours décorer. Et vraiment, ce côté m'a beaucoup épaté. J'ai cru que j'étais la seule personne à récupérer un peu les ordures pour créer des choses
l'époque, je me trompais. Je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Tu vois un peu. Donc moi, ce qui m'impressionne et ce qui m'a beaucoup plu, si on continue ce genre de décoration, on ne pourra plus trouver des ordures. Parce que vous voyez les ordures que nous jetons, nous les prenons encore pour les retravailler. Et c'est ce style-là que je fais plus. Et oui, beaucoup. En art, on ne dit pas qu'on triche. Et c'est normal, il faut apprendre. Et la COP22 a fait que j'ai appris encore beaucoup de choses. Quand je vais arriver au centre culturel, je vais faire plus un brassage de culture. C'est-à-dire que ma culture à moi et ce que je venais de voir, et ce que je viens de voir plus tôt, pour créer encore des trucs extraordinaires. Vous allez le voir. Je te remercie encore une fois. J'ai mes amis, mes collègues qui m'appellent aujourd'hui le Jésus-Christ de l'art. Pourquoi? Puisque vous voyez, et quand on jette un objet, c'est-à-dire on jette par exemple, je prends un bois mort qui ne sert plus. Le seul service qu'il peut rendre, c'est de polluer la nature. Comment? En le brûlant encore, créer des fumées. Or moi, il ne s'agit pas de ça. Je prends ce bois mort et j'essaie de créer une décoration avec. Tu vois? C'est ce que je fais plus au centre culturel. Cette fois-ci, ce que je vais faire au centre culturel, je vais plus encore apporter beaucoup de choses. C'est ce que je te disais, j'ai appris beaucoup de choses à la COP22 et je vais apporter ma connaissance plus aux enfants cette fois-ci, aux personnes âgées, aux femmes, tout cela, pour faire valoir plus ma culture, en fait, mon art, pardon. La COP22 à Marrakech 2016. Et oui, nous sommes à Marrakech pour la COP22 qui s'est tenue ici, bien sûr, durant ce mois de novembre. Et pour moi, ça a été un succès. Tout simplement, ça a été un succès parce que, vous voyez, il y avait plein de choses à voir, il y avait plein de personnes à rencontrer et le débat était très intéressant surtout parce qu'il s'agit de l'environnement, il s'agit de la vie des générations présentes et des générations futures aussi qui étaient bien sûr au centre des débats ici à Marrakech. Alors, pour moi, ça a été une réussite déjà que ça a été tourné en terre africaine ici au Maroc. Déjà, c'est une réussite pour moi, c'était un succès. Et puis, côté organisation, je trouve que tout a été parfait. À mon avis, tout était bien fait. Chacun avait sa place, chacun avait son stand, chacun savait ce qu'il avait à faire et ce qu'il n'avait pas à faire. Donc, du coup, c'était bien classé, c'était bien ordonné. Et ce qui était très intéressant, c'était tous les acteurs qu'il y avait. Il y avait des acteurs qui venaient d'Asie, qui venaient d'Afrique du Sud, qui venaient d'Angleterre, qui venaient d'Amérique, qui venaient d'Europe, qui venaient, bref, de partout. On a rencontré toutes les nationalités et tout le monde dans cette ambiance où on dansait, on chantait, on faisait des exposés, on faisait des conférences et tout. C'était comme une foire, quelque part c'est comme une foire, mais une foire avait un débat très intéressant, l'environnement, l'avenir du monde, l'avenir de l'Afrique et l'avenir de l'Europe aussi. Et voilà. Et moi, bien sûr, mes collègues et moi, en tant que journaliste à Culture Mosaïque et en tant que, on va dire tout simplement, un membre de l'équipe du Centre culturel africain, tous les jours, nous venions ici pour ne rater aucun instant. Alors, nos journées étaient très simples. Simple et un peu compliqué parce qu'il y avait du repérage à faire. Il fallait repérer tous les acteurs de la société qui étaient là, les conférenciers, voilà, les exposants, voilà, il fallait rencontrer aussi, on va dire quoi, tous les citoyens qui passaient, tous les citoyens du monde qui étaient là, il fallait les interviewer, il fallait les assister, il fallait les guider, il fallait les expliquer exactement quel est l'objet de Culture Mosaïque, il fallait les expliquer c'est quoi le Centre culturel africain, qui est bien sûr le carrefour de toutes les cultures africaines au Maroc. Donc voilà, nos journées c'était un peu ça, hein. C'était le repérage, les interviews, la rédaction d'articles, l'information, voilà, le partage des données, des informations que nous avons recueillies ici qui étaient bien sûr très riches. Voilà, on a fait de belles rencontres comme on a rencontré un roi du Cameroun, Sa Majesté Eva, bien sûr Jean-Oscar. Nous avons rencontré François Hollande, nous avons rencontré plein de personnes. C'était tout simplement une COP de l'action
une COP magnifique, une COP de toutes les cultures, une COP, je vais dire, de l'innovation bien sûr et de la créativité, où la femme n'a pas été oubliée, et ça encore c'était une joie, où la jeunesse aussi n'a pas été oubliée, où aussi l'ingéniosité des jeunes, parce qu'on a vu, on a ressorti tous ces jeunes-là qui pensent à créer, qui innovent bien sûr, qui voilà, apportent de nouvelles, qui apportent quelque chose de nouveau à la science, qui était très intéressant. Et donc voilà, on va repartir d'ici tout souriant simplement. Et on va dire que la COP va nous manquer parce que c'était une famille. Tous les matins quand on en arrivait, il y avait des stands précis où tu devais aller dire bonjour à telle personne qui venait du Sénégal, du Cameroun. On s'est fait de la famille ici et ils vont nous manquer. Cet espace de travail aussi va nous manquer. Et voilà, on espère juste que on espère juste que toutes les résolutions qui ont été prises ici, qui étaient au centre des débats, seront respectées, que ce soit par les pays du Sud et par les pays du Nord. On espère que tout le monde respectera sa part de contribution et qu'on arrivera à des résultats meilleurs et que les générations d'ici 50 ans, 100 ans et tout, retrouveront notre terre si belle, si jeune, si verte, plein d'eau et avec des climats qui se sont stabilisés, on va dire ça comme ça, et puis voilà quoi, c'était bien. Ceux qui n'étaient pas là, vous savez, vous avez raté quelque chose. Gracias.